Je voudrais maintenant en arriver au fond du problème. Entre Biden et Trump. Et je voudrais ici attirer l'attention des gens qui veulent bien m'écouter pour leur donner mon point de vue sur ces deux messieurs. Joe Biden. Joe Biden, il est présenté ce soir dans les médias français comme si c'était quasiment une incarnation du Christ. Il était là, il est fantastique, il est formidable, il est paré de toutes les vertus, c'est un modèle sans égal, il va restaurer les États-Unis, le lien transatlantique, il est élégant, il a une femme super, une vice-présidente top. D'ailleurs, la vice-présidente, ça va être la première vice-présidente noire, la première vice-présidente femme, etc. Enfin, ce sont des panégyriques et des éloges extraordinaires. Mais je voudrais, moi, vous dire qui est Joe Biden. Joe Biden, d'abord, c'est un politique professionnel. Il a 77 ans, bientôt 78 ans. Il a 50 ans de métier derrière lui. 50 ans, un demi-siècle. Il se présente sous les traits d'un grand-père débonnaire, plus sympathique et moins clivant que Donald Trump. Ça, c'est exact, parce que Donald Trump est une personnalité fantasque. Et parfois très désagréable et ayant fait commis des dérapages nombreux et parfois très vulgaires. Cependant, la candidature de Joe Biden pose deux très sérieux et graves problèmes. Le premier problème, c'est qu'il est à l'évidence le candidat soutenu par les élites américaines et les élites euro-atlantistes et par beaucoup de secteurs de ce que l'on appelle l'État profond aux États-Unis. Il est le candidat du complexe militaro-industriel. Il est le candidat de Big Pharma. Donc il est le candidat de toutes ces forces qui n'ont jamais digéré l'élection de Donald Trump. Deuxième sujet. Il paraît facile à contrôler. Non seulement parce qu'il a des casseroles, notamment l'affaire de son fils, notamment ses liens avec le complexe militaro-industriel et Big Pharma, mais aussi il est d'une santé très fragile. Il entame une carrière de président des États-Unis à 78 ans. Il a eu 2 AVC, des accidents vasculaires coronariens. Il a eu une embolie pulmonaire. Il semble avoir perdu beaucoup de ses capacités cognitives. Il y a de nombreuses vidéos qui ont circulé, qui ont d'ailleurs été toutes cachées dans les grands médias en France. On n'a pas vu ça sur TF1, sur BFM, je ne crois pas. Ça a circulé sur Internet. Et où on voit Joe Biden tenir des propos incohérents d'homme, je suis désolé de le dire, mais d'homme sénile. Il est allé jusqu'à se vanter d'avoir mis en place la fraude électorale massive. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'AFP dit mais c'est un lapsus. C'est un lapsus, c'est quand même fâcheux pour un président des États-Unis de faire des lapsus de cette nature. Mais plus récemment, il a confondu sa petite fille avec son fils décédé il y a 5 ans. C'est triste. C'est triste. Donc, cet homme qui est très diminué, qu'est-ce qu'il va faire comme président des États-Unis? À l'évidence, il ne va rien pouvoir refuser aux gens qui l'ont fait élire et qui tiennent notamment les grands médias du pays. Elle est là, la vérité. On vient d'élire, c'est comme les Français qui ont élu Macron en croyant que c'était un type qui avait du génie, un jeune qui allait tout changer, pensée printemps. Pensée printemps, mes amis. Ils ont découvert que Macron n'était tout simplement qu'un type qui avait été sélectionné par l'oligarchie et qu'il l'avait poussé à coups de sondages et de couverture médiatique extraordinairement louangeuse. C'était tout, mais derrière, il n'y a rien. Biden, il sort pas d'un chapeau. Biden, il a été le vice-président d'Obama pendant 8 ans, de 2008 à 2016. Président Obama et son vice-président Joe Biden ont quitté leur fonction de président et de vice-président en détenant un double record. Premier record, celui de la période de guerre la plus longue de l'histoire américaine. Deuxième record, ce sont les seuls présidents et vice-présidents à avoir effectué 2 mandats complets en état de guerre permanent. Le président Obama, dont Biden était vice-président, et qui d'ailleurs n'a pas ménagé ses efforts pour faire élire Biden, le président Obama a déployé de manière dramatique la guerre aérienne et l'utilisation des forces d'opération spéciales dans le monde.
Lorsqu'ils ont quitté la Maison-Blanche en 2016, Obama et le vice-président Biden avaient augmenté de plus 130%, c'est-à-dire plus que multiplié par 2, les forces spéciales américaines depuis l'administration Bush, qui était par ailleurs une va-t-en-guerre aussi. Avec Obama et Biden, les forces spéciales américaines sont montées à ce niveau incroyable d'être présentes dans 138 des 195 pays du monde, 70% des nations du globe. Selon les données du département de la Défense relatifs aux frappes aériennes, pour la seule année 2016, c'est-à-dire la dernière de l'administration Obama-Biden, cette administration Obama-Biden a largué au moins 26 171 bombes. Ce qui signifie que chaque jour de l'année, sous Obama et Biden, l'armée américaine a largué 72 bombes ciblant des soldats ou des civils de par le monde, c'est-à-dire 3 bombes par heure. C'est ça Biden, hein? Si la plupart des bombardements ont eu lieu en Syrie et en Irak, les bombes américaines sont aussi tombées en Afghanistan, en Libye, au Yémen, en Somalie, au Pakistan. Une des techniques de bombardement favorisées par Obama a été celle des frappes de drones. En tant que commandant en chef, il a étendu l'usage des drones en dehors des zones de combat déclarées de l'Afghanistan et d'Irak, principalement au Pakistan et au Yémen. Obama a autorisé 10 fois plus de frappes de drones que George W. Bush. Il a transformé ainsi, quasiment automatiquement, tous les hommes de ces régions en combattants, des régions musulmanes, et en faisant eux des proies à éliminer de manière télécommandée. Il y aurait eu, j'ai déjà eu l'occasion de le dire auparavant, mais il y aurait eu 4700 personnes tuées par des drones américains au Pakistan, essentiellement sous la présidence d'Obama et la vice-présidence Biden, entre 2004 et 2013. Cette frappe fait partie des centaines menées par les Américains lors d'opérations clandestines autour de la planète. Barack Obama, président des États-Unis, mène une campagne secrète pour tuer les ennemis de l'Amérique aux 4 coins de la planète. Selon les États-Unis, c'est l'arme parfaite, d'une précision chirurgicale. Mais derrière le discours, la réalité est différente. Les innocents ne sont pas épargnés. Aujourd'hui, certains s'interrogent. Avec ce programme secret, Barack Obama a-t-il commis un crime de guerre? Si vous tuez des femmes et des enfants continuellement depuis tant d'années, c'est un crime de guerre. Le président Obama a affirmé que ces frappes extrajudiciaires, comme on dit, par drone à travers le monde étaient légales. Il s'est fondé pour ça sur les autorisations qui dataient de 2001 et de 2003 relatives à l'usage de la force militaire qui avaient été votées par le Congrès des États-Unis pour éliminer Al-Qaïda, suite à l'affaire du 11 septembre. Mais les guerres qu'il a menées n'ont eu pour ainsi dire plus rien à voir avec les attentats du 11 septembre 2001. Et avec tous ces massacres, qu'est-ce qu'ont récolté Obama et Biden après 8 années de combat sur tant de fronts? 1. Le terrorisme a augmenté partout. 2. Aucune guerre n'a été gagnée. 3. Le Moyen-Orient a été ravagé à la fin en 2016 par plus de chaos et de divisions que jamais. Et par ailleurs, personne n'est capable de donner une estimation du nombre de civils tués dans les bombardements massifs qui ont eu lieu en Afghanistan, en Irak et en Syrie sous le duo Obama-Biden. Il y en a certainement plusieurs dizaines et dizaines de milliers. Et Trump. Trump a été élu contre tout pronostic en 2016 en s'adressant aux classes populaires. C'est une personnalité excentrique, parfois vulgaire, clivante, grossière, brutale. C'est vrai, tout ça est vrai. Il a tenu des propos misogynes, il a tenu des propos racistes ou à la limite du racisme. Tout ça est vrai. Mais quel est son bilan au bout des 4 ans? Premièrement, l'économie, jusqu'à la Covid-19, l'économie se portait extraordinairement bien. On parle toujours dans les médias français de Trump le milliardaire. Oui, il était milliardaire d'origine. D'ailleurs, il semble-t-il qu'il a beaucoup rogné sur sa fortune pour être président des États-Unis. C'est un milliardaire qui a enrichi les minorités, les pauvres et les classes moyennes. Les données publiées par le Census Bureau, c'est-à-dire le Bureau des statistiques des États-Unis d'Amérique,
sont quand même impressionnantes. Fin 2019, le revenu médian des ménages aux États-Unis a augmenté de 4 379 $, c'est-à-dire l'équivalent d'à peu près 4 000 €, pour atteindre 68 700 $ en hausse, de plus 6,8% par rapport à l'année 2018, en une seule année. Après inflation, ces revenus ont atteint leur plus haut niveau depuis 1967. Cette augmentation, c'est encore plus extraordinaire, cette augmentation du revenu médian des ménages aux États-Unis est presque 50% plus élevée que celle durant la présidence d'Obama. Et le plus extraordinaire, qui correspond le moins à l'image qu'on a faite du personnage, c'est que cette augmentation des revenus a surtout profité aux plus pauvres et aux minorités. Avec la politique économique de Trump, plus de 4 millions de personnes sont sorties de la pauvreté, qui a chuté à son plus bas niveau depuis 1959. Et les principaux bénéficiaires, les premiers bénéficiaires ont été les Africains américains, dont le taux de pauvreté n'a jamais été aussi bas. Le taux de chômage est tombé à 3,5%. Alors nous, en France, on le présente comme le candidat des petits blancs, le type qui serait un raciste, invétéré, etc. Mais le problème, c'est que c'est plus vrai. D'ailleurs, il y a eu un sondage, mais ça c'est un sondage crédible, c'est un sondage de sortie des urnes, comme on dit. C'était lorsque les gens sont allés voter, on leur a demandé pour qui ils avaient voté. Puis il y a quand même aussi des gens qui sont allés voter. Et on leur a demandé pour qui ils avaient voté et pourquoi. C'est le sondage Edison Exit Poll, vous pourrez le retrouver sur Internet, du 4 novembre, sur l'électorat de Trump. Et quelle a été la surprise ? Regardez les résultats. Les résultats, c'est que l'on voit que là où il a perdu en influence, chose quand même assez cocasse, ce sont sur les hommes blancs. En réalité, ce sont les femmes et toutes les minorités, notamment les chicanos, comme on dit, les Mexicains, les Latinos, les Noirs et les Asiatiques, il a grimpé en popularité dans toutes ces minorités. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas du tout ce qu'on nous explique. Par ailleurs, en termes internationaux, je suis obligé, et tout le monde devrait quand même le reconnaître, que Donald Trump n'a déclenché aucune guerre. Au contraire, il a réduit les ingérences à l'étranger. Il a rapatrié des soldats américains, les boys comme il dit, pour qu'ils ne se fassent pas tuer. Il a eu par ailleurs, malgré ses rodomontades, ses coups de gueule, etc., je trouve qu'il a un petit côté, comment dirais-je, Gérard Depardieu, on pourrait dire, comme ça. Mais au fond, quand on va au-delà, on s'aperçoit quand même que, outre le fait qu'il n'a déclenché aucune guerre, ce qui est rarissime pour un président des États-Unis, et quand on compare avec le bilan de Biden, mais il a refusé toute escalade avec la Russie. D'ailleurs, on voyait bien dans les relations internationales que lorsqu'il se rencontrait avec Vladimir Poutine, le courant passait. Il y avait une estime réciproque. Il a fait baisser les tensions avec la Russie. Il a rappelé les troupes. Il s'est rapproché de la Corée du Nord. Il a été le premier président des États-Unis à se rencontrer avec Kim Jong-un. Certes, ça n'a pas abouti. Mais quand même, ça a fait baisser les tensions. Je rappelle quand même que la Corée du Nord s'est dotée d'armes nucléaires. J'ajoute aussi que Donald Trump a réussi à procéder à des accords de paix au Proche et au Moyen-Orient. Alors on glose beaucoup sur le nombre de morts du Covid-19, qui, aux États-Unis, serait l'abomination de la désolation. C'est vrai que c'est pas bon. C'est exact. Mais le nombre de morts par habitant aux États-Unis est supérieur au nombre de morts par habitant en France, mais pas d'une façon délirante. La France est en train de se rapprocher, hein. Deuxièmement, il y a d'autres pays du monde, y compris des pays qui nous sont très proches. J'ai eu l'occasion de le dire dans une vidéo antérieure. Je pense à la Belgique, qui a un nombre de morts par habitant nettement supérieur à celui des États-Unis. On ne fait pas un procès comment dirais-je, en sorcellerie, ni au roi des Belges, ni à la première ministre belge. Et puis, on juge d'une politique vis-à-vis du Covid-19, pas seulement pour le nombre de morts, mais aussi pour le nombre de
morts qui n'ont pas eu lieu par ailleurs, parce que ça, il faudra aussi en parler en France, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas été soignés de cancer ou autre. Mais aussi, il faut juger de ça en matière économique. Or, le Covid-19 a fait baisser le PIB des États-Unis, le produit intérieur brut des États-Unis, c'est exact, mais de moins 5%. Alors qu'en zone euro, il a baissé de moins 8% cette année, depuis le début de l'année, et en France, c'est moins 11%. Il faudrait en parler aussi de ce bilan. Alors la conclusion de tout ça, c'est qu'avec tous ses défauts, sa forfanterie, parfois sa vulgarité, sa brutalité, des dérapages scandaleux, etc. En dépit de tout ça, eh bien, il a beaucoup progressé dans l'opinion publique américaine. Il a obtenu 5 millions de voix supplémentaires par rapport à 2016. Mais la réalité des choses, elle est ailleurs. Il est haï des élites. En fait, ce qui n'est pas pardonné à Donald Trump, c'est d'être incontrôlable par l'État profond. L'État profond n'a pas de prise sur lui. Ce qu'il ne lui pardonne pas, c'est qu'il a ouvertement dénoncé les grands laboratoires pharmaceutiques. Ce qu'il ne lui pardonne pas, c'est qu'il s'est attaqué au complexe militaro-industriel et aux bellicistes du Pentagone. Il a même dit, ce qui est incroyable dans la bouche d'un président des États-Unis, il a dit que la seule chose qui intéressait le Pentagone, c'était de faire la guerre pour rapporter de l'argent aux grandes entreprises américaines de la défense. Et puis ce qu'il ne lui pardonne pas, c'est d'avoir une politique étrangère indépendante, différente. Il a montré qu'il voulait se détacher de l'OTAN. Il a montré que finalement il ne voyait que des avantages à se rapprocher de la Russie, de la Corée. Il a pris des positions qui sont à l'opposé des positions traditionnelles promues par les élites américaines. C'est ça qui lui est reproché, c'est tout ça.